Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Héros de la Liberté en partenariat avec RSA. Et pour ce troisième épisode, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour à vous, merci. Bienvenue. Bah écoutez, vous m'avez infligé 5 minutes de musique d'ascenseur, là, j'ai failli m'endormir. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Daniel, qui est donc membre de RSA et avec qui on va co-animer cette interview. Alors attendez, expliquez-moi ce qu'est RSA. Vous êtes tous expliquer très rapidement. Donc, RSA, ça veut dire Réseau de Solidarité Active. Et c'est quelque chose qui fonctionne avec Telegram, même si au départ, évidemment, ce sont des gens qui se connaissent via Internet et Telegram et qui ont pour objectif de se rencontrer. Et à la limite, ça peut fonctionner sans Telegram au bout d'un certain temps. C'est pas vrai, ça fonctionne aussi beaucoup par chat, etc. Mais l'important, c'est qu'en fait, dans beaucoup de villes, c'est un peu le nerf de la guerre avec l'aide des différentes associations qui existent, et collectifs Réinfo Covid, Bon Sens, Enfance et Liberté, enfin tous ces collègues aux Réactions 19 avec Carlo Brusa qui a été interviewé hier par Akina et que j'ai regardé avec intérêt d'ailleurs hier soir. Voilà, c'est ça RSA. Et ça fait partie en gros de ce mouvement. C'est juste un bout de ce mouvement qui fonctionne bien, en entente avec tout le monde. D'accord. Donc en une phrase, ça pourrait être créer des réseaux de proximité pour réunir les gens qui se sentent isolés dans leur territoire. Et à moins de 20 km, on crée en fait des communautés d'individus qui ont une pensée critique et qui sont insatisfaits par la période actuelle et qui ont envie de construire autre chose. D'accord, très bien. Les autres. Merci Daniel d'être avec nous pour interviewer Pierre. Donc je rappelle rapidement à la communauté, donc Pierre Jovanovic, vous êtes essayiste, journaliste économique, éditorialiste français, auteur d'essais historiques, théologiques, financiers et politiques. Vous avez travaillé comme journaliste économique au Matin de Paris, puis au Quotidien de Paris. Ensuite, vous êtes devenu rédacteur en chef autour de l'information technologique. Vous avez écrit votre premier ouvrage en 2002 et sorti ensuite une quinzaine. Ah non, c'est pas bien ça. Vous avez repompé Wikipédia qui me censure en plus, donc non. Mon premier ouvrage, je l'ai publié en 93, hein, donc ça me rajeunit pas, hein, je vous l'accorde. Ça date de 93, donc vous voyez. Excusez-moi. Ben je vous en prie, c'est pas grave. Vous savez, ma fiche Wikipédia m'a été enlevée par Wikipédia à partir de 2010, hein, parce que je parlais de la planche à billets et de la révolte que cela amènerait, et cela a amené les gilets jaunes. Voilà, entre autres. Merci pour cette précision. Excusez-moi pour les erreurs Et donc, moi, je vous ai découvert grâce à Radio Ici et Maintenant, Oui. un peu avant les années 2010. Vous avez aussi lancé en 2001 la maison d'édition française Le Jardin des Livres. Voilà, et vous êtes particulièrement connu pour cette revue de presse que vous avez réalisée au début, à l'époque, sur la radio Ici et Maintenant, avec Laurent Fent. Et donc, c'était en réaction avec la Société Générale, qui avait utilisé, selon vous, hein, Jérôme Kerviel, pour aussi dissimuler des pertes et annoncer aussi toutes les informations qui étaient invisibles dans les grands médias dominants, qui faisaient une forme de censure en fait à toutes les informations économiques auxquelles on a pu avoir accès grâce à vous. Certains de vos ouvrages best-sellers, je ne vais pas tous les citer, mais on peut citer en 2005 votre enquête sur l'existence des anges gardiens. Celui-là aussi, il date de 93, vous voyez. Et ça date de 93, hein, voilà, avec une nouvelle version de 600 pages qui est sortie en 2000-2001. Et puis surtout, il y a eu 777 et le livre qui s'appelle 666, hein, toujours en disant que l'usage intense de la planche à billets allait amener une révolution dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, tout ce cirque autour du Covid, on en a la preuve maintenant depuis quelques jours. La preuve absolue, j'entends, c'est que tout ça a été organisé en fait pour maquiller la crise économique, tout simplement. Voilà. Ce en quoi je me suis pas trompé depuis 2008. Vous savez, moi j'ai commencé la revue de presse en 2008 hein, sur quotidien.com, donc un an avant que j'arrive sur la radio Ici Maintenant. Et dès février 2008,
j'avais annoncé aux Français que Wall Street allait exploser, hein, puisque vous avez une dizaine de banques qui cherchaient toutes en même temps à se recapitaliser. Ce que en tant que journaliste économique, j'avais jamais vu en 20 ans de carrière. Vous voyez, c'était quelque chose il faut voilà, ça a jamais existé. Donc et Wall Street a explosé. Voilà, le 29 septembre 2008. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, que tout s'est enclenché. Hein. Voilà, et je suis, et à cause de ça, justement, je suis extrêmement légitime, alors que tous les économistes bidons que vous voyez à la télé, tous ces mecs-là n'ont absolument pas vu l'explosion de Wall Street arriver, mais ils vous expliquent comment on va sortir de la crise. C'est ça qui est extraordinaire. On peut aussi citer un ouvrage qui a eu un succès, que j'ai eu la chance de lire, qui s'appelle Bly Matters. Donc concernant cette Anglaise, oui, surnommée la femme qui a inventé les armes financières de destruction massive. Vous le citiez, 666, du vol organisé de l'or des Français et la destruction des nations par le dollar grâce au gouvernement et médias à ses ordres. Et aussi un livre autour de Adolf Hitler, ou La vengeance de la planche à billets, qui était aussi un ouvrage de référence. Et on a eu la chance de vous voir à de nombreuses reprises sur TV Liberté et sur bien d'autres médias, où aujourd'hui, vous avez fait vraiment votre place pour pouvoir proposer aux citoyens un regard divergent par rapport à la pensée unique qu'on nous propose et qui nous permet C'est surtout un regard économique, hein, n'oubliez pas, c'est un regard économique, puisque si vous voulez, dès 2008, les banques ont racheté les journaux. Hein, à l'époque, c'était encore le règne des journaux papier. Voilà, et c'était surtout, si vous voulez, pour qu'il n'y ait aucune information qui sorte sur l'état instable des banques et des banques en général et des banques françaises en particulier. Voilà, il fallait rassurer les Français. Voilà, mais à l'époque, en 2008, vous pouviez encore aller à votre banque et leur dire donnez-moi 10 000 euros, hein, et ils vous les sortaient, ils vous comptaient les coupures. Aujourd'hui, si vous leur demandez 300 euros, ils vont vous demander c'est pourquoi faire. Hein, je vous résume la situation à coup de serpe. Hein. Voilà, c'est la grande évolution, si vous voulez, entre 2008 et 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus toucher à l'argent que vous avez déposé en banque. Voilà, c'est vraiment là, et c'est quand même incroyable parce que les gens sont prisonniers de leur banque. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde travaille pour deux personnes. D'abord, vous travaillez pour votre banque. Hein, parce que je rappelle que votre banque est la première à toucher votre salaire. Hein, non mais c'est important, hein, c'est symbolique. Hein, c'est la banque est la première à toucher votre salaire, c'est pas vous. Vous me suivez? Avant, on vous nous donnait un chèque, et dans les années 60, 70, on vous payait en liquide, et vous alliez éventuellement à la banque les déposer quand le montant que vous avez envie de déposer. Vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, c'est strictement impossible. Vous êtes prisonnier de la banque. Ce qui recoupe, si vous voulez, mon livre 777 à l'époque. Eh bien, encore merci à Pierre pour toutes ces précisions et excusez-moi encore pour mes erreurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Attendez, je vous en veux pas pour vos erreurs. Attendez, Wikipédia me censure. Facebook a fait sauter ma page pendant 4 ans. Maintenant, ils font sauter les pages même des anciens présidents de la République. Alors, vous savez, mais je peux vous dire que j'étais parmi les premiers à être censuré violemment par ce pouvoir dans l'ombre, on va dire ça, le deep state, hein, le deep state français ou le deep state, américain. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a préparé quelques questions. On va introduire avec de l'économie. Donc, depuis la crise de 2007-2008, hein, vous réalisez un travail fantastique sur l'effondrement progressif de notre système économique, qui est retardé par une perfusion permanente avec tous les outils à disposition de l'oligarchie à travers le système financier et bancaire. Pensez-vous que le cancer généralisé du système sous perfusion peut encore durer longtemps? Ces oligarques n'ont-ils pas à leur disposition suffisamment d'outils pour maintenir ce mort-vivant encore en vie artificielle autant de temps qu'ils le souhaitent pour déclencher une nouvelle crise majeure de restructuration du capital au moment où ils le veulent? Ouais. Alors deux choses. D'une part, le système est mort en 2008, le 29 septembre 2008, lorsque Wall Street a explosé. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, qu'est-ce que vous avez eu entre-temps? Vous avez eu la grande réunion de tous les banquiers centraux, ainsi que Nicolas Sarkozy à l'époque, etc. Donc, tous les premiers ministres. Ils se sont tous réunis à Londres. Je crois que c'était octobre ou novembre, là, je vous donne ça de tête, 2008. Hein. Voilà. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme toutes les banques? Est-ce qu'on les met en faillite? Hein, voilà, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on les nationalise, hein, tout simplement, hein, première chose?
ou est-ce qu'on essaye de sauver les banques en injectant et de manière à ne pas se retrouver dans un système, on va dire, un peu soviétique. Ce qui est complètement idiot, parce que la France a fonctionné avec des banques nationalisées pendant quasiment 30 ans. Hein, le Société Générale, tout ça, c'était des banques nationalisées. Voilà. Et ils ont décidé, si vous voulez, de prendre l'argent du peuple, évidemment, pour sauver les banques. Et ils se sont dit, en 2008, ils se sont dit, bon, on va injecter, on va faire tourner la planche à billets, et en 2010, 2011, ça sera terminé. Voilà. Donc, ils ont imprimé, si vous voulez, entre 2008 et 2011, écoutez bien, entre 2008 et 2011, ils ont imprimé, je parle là des États-Unis, hein, de la Fed, ils ont imprimé plus d'argent entre 2008 et 2011 que entre 1913 et 2008. Voilà. OK? Et ça n'a pas suffi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, les licenciements ont repris de manière massive. Ils ont continué à imprimer. Au début, ils maquillaient ça, vous voyez, ils disaient c'est pas de la planche à billets, c'est des TLTRO, c'est des RATP, enfin, ils sont très forts pour les noyer ça sous des acronymes. Et ils n'ont jamais appelé ça planche à billets, ils appellent ça assouplissement monétaire, de l'argent frais. Hein, prenez tous les économistes bidons que vous voyez là, les Dessertine, les Toiti, tous ces, les Minc, etc. Même Strauss-Kahn, hein, il a rien vu venir. Hein. Vous savez, sur quotidien.com à droite, vous avez les déclarations de tous les économistes hein, que je me suis fait un plaisir de ressortir. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous avez continué à imprimer, et à partir de 2015, la Banque Centrale Européenne a dit, bon, maintenant on arrête les conneries, on imprime officiellement autant qu'il faut. C'est ce qu'avait dit le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, j'imprimerai autant qu'il faut. Voilà, c'est-à-dire à l'infini. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2021, Madame Lagarde continue à imprimer. Bon, elle n'a pas le choix. Elle continue à imprimer. Et qu'est-ce que vous avez obtenu, si vous voulez, depuis 2011 Qu'est-ce que vous avez obtenu? Je le dirai jamais assez pour que les gens le comprennent bien. Parce qu'il y a toujours des crétins et des imbéciles. Ouais, Jovanovic, machin, la crise économique, mais tout fonctionne. Pauvre abruti. On n'a jamais vu dans l'histoire du monde les taux négatifs. Les taux négatifs, ça n'a jamais existé. Vous comprenez? Donc depuis 2011, depuis devant 10 ans, c'est la destruction permanente, si vous voulez, de l'épargne des gens, des retraites des gens, de toutes les cotisations sociales qui sont reversées aux banques. Hein. Vous voyez le fameux livre Kleptocratie française d'Héloïse Benamou, hein, le montre très bien, hein, parce que les Français pensent que leur cotisation sociale sur leur fiche de paye, ça va effectivement à la Sécu, mais pas du tout, ça va à la Société Générale. Ça va à la BNP, et ainsi de suite. Voilà. Donc tous ces mecs sont en train d'être ratiboisés, même en ce moment même. Vous voyez, vous avez des taux négatifs qui sont de -2. -2. C'est du jamais vu dans l'histoire. Vous pouvez même remonter à Sumer. Non mais sérieusement, vous pouvez remonter à l'époque gallo-romaine, si vous voulez. Les taux d'intérêt n'ont jamais existé. Négatif. Jamais. Voilà. Donc, c'est ça la partie visible. Alors maintenant, vous avez quelque chose qui s'est mis en place il y a à peu près 2 mois, 3 mois, mais quelque chose de brutal et d'ultra-violent qui résulte, si vous voulez, de tout ce qu'ils ont imprimé comme post-monnaie aux États-Unis, c'est-à-dire une hyperinflation. Donc, l'hyperinflation est arrivée. Alors, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, aux États-Unis, les prix des voitures ont pris 20%. Les prix des voitures d'occasion ont pris 20%. Et le prix des locations de voitures ont pris 20, voire 30%. Hein, voilà. Et vous allez voir arriver cette hyperinflation également en France à partir de septembre-octobre, parce que grosso modo, si vous voulez, il faut compter 5-6 mois pour que nous on puisse, pour que la vague qui arrive de l'autre côté, vous voyez, arrive jusqu'à notre rivage. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, si vous voulez, terrifiante du point de vue économique. La Société Générale est une des banques les plus dangereuses d'Europe, au-dessus de la Deutsche Bank. Le Crédit Agricole est passé devant la Deutsche Bank en termes de... Et vous avez Jean-Pierre Chevalier qui examine les bilans, qui est un prof d'économie, qui examine les bilans à la loupe. Hein, c'est-à-dire le mec, il sait lire un bilan de banque. Je veux dire, c'est noir sur blanc. Mais même les banques, elles peuvent pas le cacher. Les banques sont en bilan négatif. Ça veut dire que une entreprise, n'importe laquelle, elle serait déjà au tribunal de commerce.
Avec des capitaux négatifs, vous êtes vous êtes en, je ne sais pas quelle est la profession de Monsieur Jonas, Jonas, oui. Mais attendez, les capitaux négatifs, je veux dire, vous êtes au tribunal de commerce, vous êtes liquidé. Aujourd'hui, les banques françaises devaient être liquidées, à l'exception peut-être et encore la BNP. Voilà. Aujourd'hui, les banques sont mortes. Elles ne tiennent debout que parce que le gouvernement et n'oubliez pas, Macron est un banquier, donc il sait très bien ce qui se passe. Hein, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'ils m'ont censuré très tôt. Hein. Voilà, ne l'oubliez pas. Donc vous avez ce phénomène, si vous voulez, qui est un phénomène de destruction totale. Et aujourd'hui, vous avez les deux conjonctures, c'est-à-dire que vous avez taux négatif d'un côté, d'accord, hyperinflation de l'autre. Ça, c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution. Parce que les gilets jaunes à côté de ce qui va se passer, c'est rien. Hein, parce que les mecs, ils vont finir avec le frigo vide. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information il y a peut-être hier ou avant-hier. Je crois que c'est l'association des supermarchés ou des hypermarchés, vous savez, genre Auchan, Leclerc. Ils ont demandé l'autorisation d'augmenter tout leur prix de 9%. Moi, je peux vous dire que le mec qui est au SMIC, le couple qui est au SMIC avec deux mômes, eh ben, attention, là, septembre à la rentrée, avec la rentrée scolaire, ça va être assez spectaculaire pour eux. Voilà. Donc, cette pandémie, c'est formidable. Interdiction de se réunir, gardez vos distances. Et j'ai vu passer, là, juste avant qu'on prenne l'antenne, j'ai vu passer une info d'une prof Cambridge, médicale, machin, bidule, c'est dans le Daily Mail, hein, ou dans le Télégraphe, qui disait de toute façon, maintenant, à partir de maintenant, le port du masque et la distanciation, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Vous comprenez? Les Anglais sont dans la même situation que nous, hein, ne vous l'aurez pas. Hein. N'oubliez pas, en 2008, en mars 2008, il y a une banque anglaise qui a explosé, ça c'était la Northridge Bank. Northridge Bank, vous aviez une file de gens, hein, la file faisait quasiment 1 kilomètre, hein, qui attendaient devant la porte pour récupérer leur argent. Hein. Elle a été nationalisée à l'époque par le gouvernement anglais. Voilà. Vous confirmez indirectement la question que je voulais vous poser après, c'était la crise du coronavirus n'est-elle pas l'arbre qui cache la forêt? Voilà, parce que certains économistes rappelaient que la crise économique... C'est un masque qui cache la forêt. C'est un masque, hein, qui cache le tout. Hein, ils ont trouvé ce moyen. C'est remarquable, c'est hyper intelligent, c'est diabolique, mais il faut reconnaître ce qui est. Leur plan est absolument sublime. Vous savez, moi j'ai toujours dit, j'avais enregistré une émission à l'époque sur TVL en novembre 2019. À l'époque, j'avais dit, faut retrouver cette émission, hein, sur quotidien.com, vous avez l'onglet vidéo. J'ai dit, attends, il y a un truc qui va pas. Il y a les Allemands ont licencié 250 000 personnes en l'espace de 2 semaines, sachant qu'il y a énormément d'échanges économiques entre la France et l'Allemagne. Je veux dire, mais attends, la France, là, on va se prendre ça en pleine figure entre mars et avril, et vous verrez, ils vont trouver quelque chose pour masquer ça. Vous voyez, c'était dans ma tête. Oui, mais j'ai absolument pas pensé, si vous voulez, qu'ils allaient déclencher une épidémie comme il l'avait fait en 2009. Hein. Comme il l'avait fait en 2009. Vous comprenez, c'est quelque chose de terrifiant, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est pour cacher c'est pour cacher tout ça, bien sûr. Daniel, je te laisse poursuivre. L'une des questions qu'on se pose, c'est que dans cette affaire, c'est l'Europe qui semble être l'enjeu essentiel du point de vue économique. On voit qu'on prend tout à travers la gueule en Europe, et beaucoup plus que les autres parties du monde, semble-t-il. Et donc la question, c'est comment vous expliquez, vous, cet état de fait, pourquoi l'Europe continue à s'enfoncer dans la crise, pourquoi l'Allemagne et l'Europe sont en contradiction. Là, j'ai lu aujourd'hui que la Cour constitutionnelle allemande n'a pas vocation à valider les décisions de l'Europe, donc il y a du tirage dans l'air. En gros, l'euro, l'Europe, c'est quoi l'avenir? C'est pire qu'ailleurs ou c'est pareil qu'ailleurs? Je comprends très bien votre question, enfin si je la comprends, mais attention, n'oubliez pas, quand je reviens à 2008, d'accord? Plutôt mars 2008. Mars 2008, vous avez c'est une des grosses banques qui a explosé, qui a volé dans les airs,
c'était la banque Bursiant, d'accord? Elle a explosé en plein vol et la Fed a obligé la JP Morgan à la racheter pour 1 euro l'action, enfin, ou quasiment peanuts, quoi, des cacahuètes. Bref, elle faisait partie déjà d'une longue liste de banques qui faisaient des prêts immobiliers. Je pense qu'il y en avait déjà une vingtaine au tapis, d'accord? Mais lorsque la Fed a pris la décision de faire sauter Lehman Brothers, donc en 14 septembre 2008, d'accord? C'est un message qui a été envoyé à toutes les banques américaines afin qu'elles respectent le fameux ratio. Alors, ce qu'on appelle l'effet levier, hein, voilà. C'est-à-dire, moi, je prends vos spectateurs là à témoin. Imaginez, par exemple, que vous allez au casino de Vichy, par exemple, hein, très joli casino, et que le casino vous permet d'avoir un effet levier, c'est-à-dire que vous pouvez jouer 10 euros maximum, mais le casino vous dit, bon, écoutez, nous, on vous permet de jouer 100 euros. Si jamais vous perdez, vous payez tout, hein, quand même. Hein, voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, les banques, quand vous regardez l'effet levier des banques françaises, elles sont toutes entre 30, 40, 50, etc. Je rappelle que Lehman Brothers a exposé, je sais plus, je vous donne ça tête, hein, 28 ou 30, l'effet levier. D'accord? Alors que, en revanche, toutes les banques américaines depuis 2009, leur effet levier est redescendu à grosso modo 10-11. Vous me suivez? Ça veut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, les banques américaines, elles, sont infiniment plus stables que les banques européennes, mais que l'Europe, en revanche, c'est une marmite en attente d'explosion. Et le feu continue à couver. Alors ça, en général, si vous voulez, les gens ne peuvent pas trop bien comprendre parce que vous savez, tant que les gens ont leur frigo, tant que leur carte Visa fonctionne et qu'ils peuvent faire des achats chez Auchan et Carrefour, tout va bien. Mais le jour où ils ne pourront pas le faire, et je vous rappelle que tout est déjà prévu par la Banque Centrale Européenne, hein, si une banque est en faillite, vous ne pourrez pas vous approcher de votre banque à plus de 50 mètres, hein, grosso modo. Vous n'aurez pas le droit de vous trouver sur le même trottoir. J'en ai parlé dans la revue de presse, je sais pas, il y a déjà 3 ans, 4 ans. Ils ont tout prévu, si vous voulez, tous les textes législatifs ont été votés. Donc là, en Europe, nous sommes dans une situation absolument désespérante, à l'exception de l'Angleterre, puisque l'Angleterre n'a jamais accepté l'euro, et pour cause. Hein, je vous rappelle que la City, hein, parce que les gens ne savent pas ça, tout le monde a entendu parler de la City, mais personne ne sait que la City, c'est un État. C'est un État dans l'État. C'est comme le Vatican à Rome. Oui. Et donc, c'est un État à part, et même la reine d'Angleterre n'a pas le droit d'y entrer, sauf avec la permission du gouverneur de la City. Et vous avez autour de la City, pour bien marquer où c'est, vous avez des dragons. Là, j'invente rien. C'est tout à fait extraordinaire. Vous avez des dragons, très beaux d'ailleurs, dragons qui datent du 18e, 19e, des statues de dragons tout autour. C'est absolument superbe, et ça regroupe à nouveau le livre que vous avez peut-être lu, je sais plus, le 777. Hein, voilà. Donc tout ça va ensemble. Et d'ailleurs, j'explique tout ça très bien dans Black Masters, mais vous voyez que dans le livre Black Masters, aujourd'hui, j'avais raison 100%, puisque la situation n'a fait que se détériorer depuis 2009-2010. Il y a eu strictement aucune amélioration. Attends, vous avez à la Banque Postale, maintenant je vois des cas où les gens sont carrément, ils disent, tiens, j'ai un livret d'épargne là depuis 5 ans, et puis on leur dit, ah non, monsieur, il n'existe plus. Ils l'ont braqué, voilà. Ils ont volé les gens. La Banque Postale est en train de voler les gens tout le temps, voilà. Ça choque personne, il n'y a aucun député, hein, aucune pute, pardon, qui va défendre les gens qui se font voler par la banque. Vous voulez retirer 300 € à la Banque Postale? C'est pourquoi vous devez justifier votre retrait. Putain, on bosse pas pour eux. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que les banques sont devenues des proxénètes. Avec la complicité du gouvernement. Voilà. Justement. Là, il y a du bruit. Hein. Vous passez l'aspirateur, là? Ah non, c'est pas moi. Non, parle bien près du micro, Daniel. D'accord, non, c'est parce que, écoute, je fais un... Ça va, là, le son est bon? Nickel. Oui, on vous entend bien.
Donc je disais justement là dans cette situation, on a quand même l'impression que, enfin, vous avez parlé de révolution tout à l'heure, on est en pleine révolution quelque part aujourd'hui dans le monde. Et c'est une révolution qui est pas du tout faite par le peuple, c'est une révolution qui est faite par une bande de multimilliardaires et qui pourrait vous avez parfaitement résumé la situation. La révolution est faite par les multimilliardaires. C'est ça qui est génial. Là, les mecs, ils se sont dit, attends, c'est soit eux, soit nous. Donc, ils ont pris les devants, ils contrôlent les médias, mais c'est normal. C'est soit eux, soit nous. C'est aussi simple que ça. Vous avez parfaitement résumé la situation. Là, j'entends un bruit de fond, hein, mais qui est phénoménal. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est bon. Ouais, voilà, là, c'est fini. Plus rien. Non, c'est Daniel qui a une petite masse, mais c'est pas grave. On ouvre son micro uniquement quand il pose des questions, Pierre. Et voilà, c'est juste le temps des questions. Daniel a un petit bruit de fond, mais on fait avec les moyens qu'on a. Mais voilà, en tout cas, merci. Daniel, on a déjà cette première version, c'est que c'est une révolution. Alors, est-ce que derrière, est-ce que c'est lié au fait que on a une alternative qui est la Chine et avec son alliance russe qui apparaît comme crédible? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, oubliez ça. Les Chinois, les Russes, franchement, là, ils ont pas. Là, attendez, moi, je veux quand même revenir aux gilets jaunes. Hein, c'est quand même la clé. Hein. Permettez-moi de vous rappeler juste une chose. Hein, rappelez-vous, avant les gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges. Vous vous souvenez de ça? C'était de souvenirs. Je crois que je suis allé faire un reportage à Quimper. Je me suis déplacé à Quimper et j'ai participé à toutes les manifestations, etc. D'ailleurs, vous le retrouverez dans l'onglet reportage. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Quimper avec les bonnets rouges? Je vais vous dire un truc. Vous prenez quelqu'un comme Monsieur Mélenchon, de la France insoumise, de cette petite pute. Hein, parce que qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là avec les bonnets rouges? Il a fait un communiqué en disant nous, France insoumise, il est hors de question qu'on participe aux bonnets rouges. Je vais organiser, France insoumise, nous allons organiser une contre-manifestation à Quimperlé. À Quimperlé, le mec, il y a eu personne à Quimperlé, hein, il y a eu deux tondus et 3 pelés, hein, voilà. Donc, mais vous voyez Mélenchon, soi-disant le défenseur du peuple, des travailleurs, des machins, des trucs. Mais bon, pardonnez-moi, mais moi, je suis sur le terrain, je l'ai vu refuser de soutenir les bonnets rouges. Et il a refusé de soutenir les gilets jaunes au début. Et après, ils se sont dit, bon là, et ils ont repris le contrôle avec les Black Blocs et tutti quanti. Mais vous comprenez? C'est complètement extraordinaire, si vous voulez, de voir les partis politiques, si vous voulez, au début, ils sont même pas foutus. C'est comme les économistes. Hein. Vous voyez, ils ont pas vu l'explosion du système économique arriver. Et quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon n'a pas vu la colère du peuple arriver. Tant et si bien, si vous voulez, qu'il a dit non, il faut pas aller manifester avec les bonnets rouges. Alors que les mecs, ils avaient, pour sortir de chez eux, ils devaient payer je sais pas combien sur les routes en plus. Vous voyez? C'est quand même incroyable. C'est violent, hein, je trouve. Hein. C'est violent. Donc vous voyez qu'il y a une connivence entre les médias, il y a une connivence entre les hommes politiques, parce que, si vous voulez, derrière, vous avez la banque qui, comme vous le voyez ou non, si vous voulez, distribue les jetons de présence. Ah, je vous rappelle, moi je ne dirai jamais assez, tous les spectateurs qui nous regardent, le Crédit Mutuel, CIC donc, CIC Crédit Mutuel, possède la moitié des journaux, des quotidiens régionaux en France. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non. Voilà. Et donc, que fait? Donc, les partis politiques sont obligés, si vous voulez, de composer, entre guillemets, avec le Crédit Mutuel CIC, parce que quand il y a des élections, et je le redis encore une nouvelle fois, le patron du CIC ou du Crédit Mutuel, il passe ses coups de téléphone au rédacteur en chef dans toutes les régions de France et lui dit tiens, lui c'est mon candidat, lui tu le mets tout le temps, c'est une grande photo à la une du journal et une autre grande photo à l'intérieur, tu fais une page entière et tous les mecs qui vont contre lui aux élections, tu
tu lui fais un timbre-poste et tu fais 15 lignes. Voilà. Vous comprenez? C'est ça que les gens ne voient pas. Ils ne voient pas que ce sont les banquiers qui tirent les ficelles. Et aujourd'hui, on le voit plus encore, puisque les banquiers ont été dépassés maintenant. Et c'est ça qui est génial. Ils ont été dépassés par les réseaux sociaux, vous voyez, par les patrons de Facebook, de Twitter, etc. C'est ça qui est surréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se livrer une guerre entre eux maintenant. Vous voyez, c'est très intéressant à observer. Avant de laisser repoursuivre Daniel dans les questions, le retour sur les oppositions géopolitiques chinoises, russes, pourquoi battre ça d'un revers de la main? Ils font partie de cette même oligarchie apatride internationale? Non. Là, j'ai vu que vous mettiez au Facebook. Mettez plutôt mon Twitter. Hein, c'est là-dessus que je suis le plus actif. Facebook, j'y vais une fois par semaine. Facebook ne m'intéresse plus, mais vraiment ne m'intéresse plus. D'une part, parce qu'ils m'ont censuré je ne sais combien de fois. Maintenant, ils censurent tout le monde. Dès que vous mettez un truc sur un vaccin, pouf, ça y est. Bref. En ce qui concerne, moi, je suis très attaché, si vous voulez, à ce qui se passe en France. Je suis très attaché, en tant que journaliste, à informer les Français. Le fait que Poutine dise ceci ou cela, du fait que le premier secrétaire du Parti communiste chinois dise ceci ou cela, ça va pas changer la vie des Français. Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, vous avez une mainmise des médias américains, une prise de contrôle totale des médias américains sur la France. Ne l'oubliez jamais. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je vois pas très bien ce que je veux dire, c'est pas parce qu'ils font quelques déjeuners ou quelques dîners, c'est pas ça qui va changer la donne. Hein. Vous ne pouvez pas renverser du jour au lendemain. Regardez comment la presse, les hebdos, Le Point, l'Express, le Nouvel Obs, regardez tout ce qu'ils ont fait comme une sur Trump. Trump le dingue, Trump le fou, Trump le danger, Trump ceci, Trump cela. Et ils ont tous soutenu Biden. Je veux dire, un mec qui a gagné les élections en trichant, alors qu'il sait même plus ce qu'il dit, il se pisse dessus, le mec. C'est incroyable. C'est tout à fait incroyable. Voilà. Mais tous les BFM médias, etc., vous voyez, ce sont des... Aujourd'hui, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, vous êtes dans une guerre de l'information. Moi, j'ai vu passer la tribune des militaires. Là, au moins, ça nous parle. Vous voyez, la tribune des militaires, c'est autre chose que Poutine ou la Chine. Hein. Beaucoup plus important. Eh bien, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les militaires n'ont absolument pas compris. Alors, ce sont des gens très pros, hein, très professionnels. Hein. Ils savent utiliser une mitraillette, poser des explosifs, piloter un char, tirer à l'artillerie, blabla, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre de l'information. C'est plus une guerre. Les Américains ont parfaitement compris, si vous voulez, que avant de gagner une guerre, vous la gagnez au niveau de l'information. Dans les années 40, on appelait ça vaguement propagande, mais parce qu'il n'y avait pas autant d'outils, si vous voulez, il y avait qu'une radio à l'époque, hein, donc ça allait pas très très loin. Aujourd'hui, vous gagnez une guerre avec l'information, et sans sortir un char. Voilà. Donc c'est une vraie guerre, voilà. Et je me considère, ainsi que vous et d'autres, aujourd'hui, on est très peu, hein, on est très très peu, hein, faut le souligner. Il y a François. Enfin, je veux dire, on peut les compter sur, je sais pas, hein, sur les 10 doigts, hein, peut-être, ou 20, hein, allez, les 10 doigts de pied, hein, on va rajouter. Voilà, on est peut-être 20, si vous voulez, à avoir une visibilité. Et encore, je veux dire, ils me font passer pour un complotiste, bien sûr, mais maintenant, ils ont fait encore pire, ils essaient de me faire passer pour un antisémite. Vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà, non mais c'est surréaliste quoi. Ils en sont là, vous voyez. C'est-à-dire dès que vous n'êtes pas d'accord, le rayon vert. Mélenchon sait de quoi je parle. Hein. Il suffit, hein, tout de suite ils sortent la carte de l'antisémitisme, du complotisme, voilà. Mais malheureusement, toutes ces cartes-là ne serviront à rien lorsque le jour où les distributeurs seront en panne volontairement et où le jour où l'hyperinflation feront que les gens ne pourront plus se nourrir, tout simplement. Alors, c'est quoi l'objectif de tout ça, alors, pour vous? Attendez, quoi de tout ça? Parce que votre question est trop vague. Hein. Quel est l'objectif des banques par rapport à nous, par rapport au Mais c'est une question de survie. C'est une question de survie. C'est eux ou nous. C'est ce qu'ils se disent. Le patron de la Société Générale, qui est en faillite absolue et totale,
dit c'est la survie de la Société Générale, et donc je me sers sur le compte des gens. Voilà. Je vous rappelle que la saisie des comptes en déshérence, ils l'ont voté en 2012 ou 2013. C'est juste après l'explosion de Wall Street. Pourquoi ils l'ont pas voté 40 ans avant, ou 30 ans avant, ou 20 ans avant? Il n'y a pas d'autre justificatif. Aucune. Justificatif technologique, la 5G, tout ça, c'est secondaire. C'est juste une affaire entre les banques et le peuple. Non, mais en plus, pour l'histoire de la 5G, attendez, je suis journaliste informatique, alors l'histoire de la 5G, alors arrêtez avec ça. C'est franchement n'importe quoi. La 5G, je l'ai ici. Hein, ça fait maintenant, on est à la sixième G, etc. Déjà à l'époque, quand il y avait la 3G, vous aviez des gens qui vous disent ça va nous tuer, ça fait exploser mes pop-corn, toutes ces conneries. Faut arrêter avec ça. Je veux dire, la 5G n'a rien à voir avec. Faut arrêter vos délires, les mecs. Là, c'est pas possible, quoi. C'est après ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas prêter le flanc, si vous voulez. C'est un peu comme si vous disiez la Terre. Finalement, je crois au fait que la Terre est plate, quoi. C'est un peu le même genre. La 5G n'a aucun danger, strictement aucun. Il y a eu une guerre, en revanche. Là où vous soulignez, c'est qu'il y a eu une guerre contre en disant que la 5G c'est dangereux. Mais vous savez pourquoi? Simplement parce que Apple, parce que IBM et les Américains en règle générale étaient terriblement en retard sur la 5G et sur ce qu'on appelle les répétiteurs et les antennes 5G. Et qui avait le monopole de 5G? C'est Huawei. C'était les Chinois. Donc, il y a eu toute une campagne qui a été menée par les Américains, grassement relayée dans la presse française et allemande, etc., en disant regardez, une antenne 5G, elle a pris feu, patati, patata, n'importe quoi. C'est pour empêcher Huawei de vendre. Et d'ailleurs, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, allez, on va pas s'emmerder avec ça, on interdit Huawei de vente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous achetez un téléphone Huawei, vous n'avez plus Google Play dessus. Vous n'avez plus tout le voilà, vous n'avez plus accès à tout au nuage d'applications de Google. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas, je suis journaliste informatique avec une spécialité bancaire. C'est pour ça que je le connais bien depuis toutes ces années. Hein. Ne l'oubliez pas, la puissance d'une banque se mesure au nombre de ses ordinateurs, hein, ses puissances de calcul, tout simplement. Parce qu'une banque, c'est que des additions et des soustractions. Voilà, tout simplement. Hein, voilà. Hein, donc, et les répétiteurs, les routeurs, etc., c'est effectivement, c'est quelque chose de stratégique, si vous voulez, pour une banque, pour une raison très simple, c'est que la banque repose sur ce qu'on appelle l'informatique transactionnelle. Hein. Là aussi, si vos spectateurs veulent en savoir plus sur jovanovic.com, vous regardez dans le menu en bas, vous avez tout un développement sur les cryptos où j'explique ce qu'est le transactionnel. Hein. C'est IBM aujourd'hui qui est le grand roi, si je peux dire, de ce qu'on appelle le transactionnel avec les Z14, avec les ordinateurs Z14. Donc voilà. Donc toutes ces conneries que je vois passer là avec le oui 5G c'est dangereux, ils vont nous vacciner machin et puis ça va parler. Non, c'était pour empêcher Huawei simplement. C'est pour qu'ils ne puissent plus vendre aucun routeur en Europe et surtout aux États-Unis et pour laisser la place à qui? Aux Américains. Voilà. À Cisco. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous ai dit, c'est une guerre de l'information. Voilà. Alors, c'est sûr que si moi, je passe au journal de 20 heures et que j'explique ça, c'est sûr que là, du coup, les gens, paf, tout de suite, ils comprennent tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vais laisser Daniel poursuivre, mais peut-être pour reformuler sa question, est-ce que derrière l'intelligence artificielle, derrière toute cette technologie, ces villes connectées, derrière toute cette surveillance de masse, au-delà de la survie des banques, est-ce qu'il n'y aurait pas des objectifs et des idéologies qui animeraient ces acteurs-là? Bien sûr qu'il y a des idéologies, toute idéologie. Attendez, attendez. Alors, on va le faire à l'envers. Je vais vous parler de Louis XIV. D'accord? Pourquoi on dit Paris ville lumière? Parce que Paris était la première à avoir la lumière. Voilà, tout simplement. Et on la doit à Louis XIV, hein, qui avait installé tout un système de lampadaires avec des bougies, etc. Des gens qui venaient les allumer, les éteindre, etc. de manière à ce que ce ne soit plus un coupe-gorge. Donc, pour qu'il y ait une surveillance et pour que les passants soient en sécurité. Vous me suivez? C'est exactement la même chose aujourd'hui. Hein, à l'époque, on disait de Balkany, qui le premier a installé à Levallois les caméras de surveillance. Il y a 20 ans, on disait oui, c'est un facho, patati, surveillant.
Aujourd'hui, toutes les villes le font. Moi, écoutez, j'ai Philippe Aymar je l'ai eu au téléphone hier, et il me dit à Nice maintenant vous avez des haut-parleurs qui vous mettent des amendes ou qui regardent si les gens ont le masque ou pas, et donc et vous entendez mettez votre masque, monsieur machin, oui, monsieur machin avec votre t-shirt vert, mettez votre masque. Non mais oui, mais c'est toujours, si vous voulez, dans le sens de surveillance globale. Et on va vers un système chinois, bien sûr, parce que le système chinois est un système fasciste. Comment dire? Oui, c'est un système fasciste dans le sens où le Parti communiste contrôle tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la réussite du Parti communiste là où les Russes ont échoué. Tout simplement. C'est le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais on va vers ça. C'est ce qu'ils veulent, bien sûr, parce que ça permet à ce qu'on appelait la nomenclatura de dormir tranquille. Hein, d'un côté les gueux et de l'autre côté les 1%. On revient toujours à ça. Hein. Et justement, pourquoi toute votre œuvre a des références kabbalistiques? Ça m'intéresse de comprendre un peu. Non. Alors déjà, vous l'avez pas lu. Hein. Vous aurez pu faire l'effort de regarder ce que j'ai écrit. Hein. Alors votre question, hein, vous la rangez parce que j'ai jamais traité de la Kabbale. Hein. Déjà. C'est parce que je voyais 660. Non. Vous aurez pu lire au moins les 4e de couverture. Ça aurait été sympa. Hein, moi, je me donne l'effort de venir, de participer avec vous pendant 1h30. J'estime que c'est la moindre des choses pour vous. Ouais, j'ai jamais touché à la Kabbale. Hein. Alors, je vais répondre à votre question parce que je sais d'où elle vient, hein, parce que vous avez été très paresseux. Le 777, ça vient lorsque Wall Street a explosé, au Dow Jones, sur le tableau, il y avait moins 777,7. Voilà, ça vient de là. C'est aussi simple que ça. Que ce soit 777 ou 666, ce sont des livres avant tout financiers. Hein, il n'y a rien de kabbalistique. D'ailleurs, ça aurait pas fait 50 000 ou 60 000 exemplaires si ça avait été les livres de Kabbale, ils font 20 exemplaires à tout casser. Hein. Là, il faut pas me tâter avec ça. Hein. Ça, j'aime pas ça. Ouais, je suis désolé. Akila. Ouais. Vous parliez de la guerre de l'information tout à l'heure, Pierre, et j'ai l'impression que votre travail de contre-information depuis plus de 10 ans, avec vos thématiques, votre ligne éditoriale, ainsi que celui de tant d'alerteurs, de vidéastes, de journalistes indépendants, n'est-il pas en train d'arriver à maturité avec une part de plus en plus importante de la population en fait qui est consciente de cette manipulation à grande échelle et qui a pour conséquence en fait de refuser de continuer à nourrir ce système qui sert qu'une minorité? D'une autre manière, hein, ne sommes-nous pas en train de gagner la guerre de l'information après toutes ces années d'efforts? Et le système n'a-t-il pas déjà perdu au vu de la narration dominante qui s'effrite un peu plus chaque jour dans l'opinion publique? Non, sincèrement non. Sincèrement non. Regardez le nombre de gens qui sont vaccinés. Regardez le nombre de gens qui se font vacciner. Ils se font vacciner pourquoi? Parce qu'il y a 0,0 je sais pas combien, 1% de morts. Et ils se font vacciner pour ça. Et ils acceptent, si vous voulez, comment dire, de se laisser introduire dans le corps un liquide dont ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans, sous prétexte qu'on leur dit qu'ils sont en danger, alors que c'est entièrement faux. On l'a vu avec tous les mails là, du ministère de la Santé américain qui ont été rendus publics. Donc vous voyez bien qu'il y a un effet de contrôle. Il y a un effet de contrôle, si vous voulez. Le fait quand vous mettez un truc dans le nez, c'est un viol. Le fait qu'on vous injecte une piqûre, c'est un viol parce que vous ne le voulez pas. Vous comprenez? Donc c'est une soumission totale de la population. C'est le fait que vous portiez un masque. Je vous rappelle que les esclaves portaient des masques similaires à ce qu'on avait nous. Hein. Voilà. Hein, pour pas qu'ils crient ou le soir pour pas qu'ils chantent. Hein, bon, enfin bref, pour qu'ils la ferment. Hein, le masque, Fauci disait dans ses mails, les masques ne servent à rien. D'accord? Donc pourquoi on les porte? Pourquoi on nous oblige à les porter? Vous avez encore Véran qui disait ouais, il faut porter les masques. Bien sûr, c'est psychologiquement, si vous voulez, c'est l'humiliation du peuple, c'est l'humiliation des citoyens. Mais vous savez, quand il y a une humiliation, vous savez, il y a des gens qui aiment ça. Hein. Il y a les sadomaso. Hein. Dans les sados, il y a les masos. Hein. Faut jamais oublier. Hein. Il y a des gens qui aiment être humiliés. Et manifestement, il y en a beaucoup plus qu'on croit. C'est ça qui est terrifiant. C'est une prise de contrôle. On va vers le système chinois. Ça rejoint notre première question. C'est la prise de contrôle, surveillance globale. C'est un système très stalinien. Et on est dans 1984.
si vous relisez 1984, on est dedans. Complètement. C'est un livre qui a quasiment plus de 100 ans, je crois. Avant de relaisser la main à Daniel sur notre question sur les médias, vous n'avez pas vu une évolution dans le nombre de lecteurs qui vous suivent, dans le nombre de retours? Il n'y a pas quand même comment dire, un écosystème médiatique indépendant, mais qui pas en train... Mais bien sûr que si. Les gens me disent bonjour dans la rue, etc. Les gens, vous voyez ce que je veux dire? Les gens viennent me voir dans les restaurants, dans la rue, même au marché. Enfin, bref, je fais mes courses pas plus tard que tout. Bon, oui, mais c'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est tout. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, je suis interdit d'antenne. C'est normal. Vous imaginez, j'explique le truc des banques, que les banques françaises sont en faillite au journal de 20 heures de TF1, vous voyez ce qui va se passer le lendemain? Bank run. Voilà, bank run. Bank run. Et c'est exactement ce qu'ils veulent éviter. C'est exactement ce qu'ils veulent éviter. C'est pour ça qu'ils m'ont censuré dès 2013, je crois. 2013, première censure. Daniel, je t'en prie, oui, sur les médias. Justement, parce qu'on était quand même sur cette question de la presse, moi, ça me pose des questions. D'abord parce que, en tant que militant, je vais régulièrement devant le centre de vaccination chez moi et je discute avec les gens et je suis effaré de voir à quel point les gens ils savent même pas qu'il y a un ARN dans le vaccin. Pour eux, c'est un vaccin comme un autre. Je suis Monsieur Jonas, vous savez, totalement effaré. L'histoire donc on se rend compte qu'il y a un... Non mais attendez, l'histoire ne fait que se répéter. J'ai lu beaucoup de livres sur la situation de la France en 1938-39. D'accord? Qu'est-ce que vous aviez entre 1932, 33? Ouais. À partir de 1932, toute la presse française, écoutez bien, et à l'époque, les quotidiens, c'était 2 millions d'exemplaires. Hein. 2, 3, voire 10. Hein, c'était, parce que bon, c'était le seul média, ouais, véritablement. Ils envoyaient tous leurs correspondants interroger Hitler à Berlin. Qui leur expliquait que c'était un homme gentil, qu'il n'avait pas du tout l'intention de se venger de la France, que les Français n'avaient pas besoin de s'inquiéter. Hein. J'ai même, je veux dire, reprenez, moi je le dis aux spectateurs, parce que vous lisez pas, donc je veux pas vous le recommander, mais c'est Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets. Vous voyez, c'est comment dire, 80% de la population française était persuadée qu'il y aurait pas que l'Allemagne n'envahira pas la France. Je vous le rappelle. 80%. Les 20% qui, eux, lisaient la presse, et qui lisaient toute la presse, etc., et qui étaient informés, eux, ils se sont barrés aux États-Unis. Je vous le rappelle. Ou en Espagne, ou au Portugal. La même chose en Autriche, la même chose en Allemagne. Ils sont tous partis aux États-Unis. Rappelez-vous. Hein, et quand les Allemands sont arrivés, hein, quand ils ont contourné, hein, je vous rappelle que tous les billets de Banque de France que les gens avaient dans leur porte-monnaie ne valaient plus rien en une fraction de seconde. Plus rien. Du jour en une fraction de seconde. On oublie trop souvent, si vous voulez. L'histoire ne fait que se répéter. Elle resserre les mêmes plats avec des décorations différentes. Mais c'est la même chose. Et c'est la même chose. C'est ce que je vous ai dit. La conjonction hyperinflation et taux négatif, c'est magnifique. C'est de la nitroglycérine, quoi. C'est de la nitroglycérine économique. Donc, ils ont intérêt à mettre le peuple en esclavage. Bien sûr, pour contrôler ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est eux ou nous. Donc, c'est eux qui ont fait la révolution avant nous. Voilà, c'est tout. Regardez les gilets jaunes. Macron a failli pisser, il en pissait dans son froc là, lorsque les gilets jaunes sont arrivés près de l'Élysée. Moi j'y étais, j'ai couvert, j'ai fait le reportage. Vous le retrouvez toujours dans l'onglet reportage sur mon, je sais plus en quelle année c'était, je crois 2018, 2019, je sais plus. Bref, peu importe. Mais là ils ont eu tellement peur qu'ils ont décidé. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé maintenant vous allez leur tirer dans la gueule, vous allez les éborgner. Vous allez leur couper les mains et comme ça, ils ont plus du tout envie d'aller aux manifs. Et qu'est-ce que vous avez eu? Un certain nombre d'éborgnés.
les gilets jaunes. Vous me suivez? C'est ça la décision qu'ils ont prise. Il n'y a jamais eu des bornés avant dans les manifestations. Moi, j'ai discuté avec des CRS qui suivent la revue de presse comme les gens de la police, les militaires et beaucoup de gens. Ils me l'ont expliqué. Ils disent c'est clairement volontaire. Il y a eu des ordres qui ont été donnés. Faites-leur peur. Enlevez-leur toute envie de venir à jamais dans une manif. Voilà. On a tellement enlevé toute envie d'aller dans une manif que par contre, on leur a donné l'envie d'aller se faire vacciner, quoi. Donc, il y a quand même un énorme problème d'information qu'il faut qu'on résolve. Alors, je sais pas. Enfin, les deux ne sont pas liés. Hein. Les deux ne sont pas liés. Hein. C'est juste, si on peut laisser Daniel juste finir la question, parce que c'est aussi des alternatives en fait qu'ils proposent. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens comme Pierre Barnérias ou Richard Boutry là qui tentent de redonner vie à un nouveau type de journalisme actuellement et d'agence de presse. Est-ce que vous pensez que c'est attendez, c'est pas un nouveau type de journaliste. C'est du journalisme pur et dur, ce que ça aurait toujours dû être. Tout simplement, c'est pas un nouveau type de journalisme. Ça n'a rien à voir. C'est du journalisme. Enfin, c'est tel que tous les journalistes devraient le faire. Voilà, c'est tout. Il y a pas de nouveau journalisme, hein, ça n'existe pas. On est sur le terrain, on l'a pas, et on rapporte exactement ce qu'on voit. Mais est-ce que vous remettez un espoir dans ces nouvelles initiatives, dans ces nouveaux projets de personnes un peu emblématiques et qui tentent comme ça de créer des médias puissants qui permettraient d'élargir l'audience et d'avoir quelque chose de plus impactant en termes de contre-propagande et pour lutter contre cette hypnose des peuples face à l'information dominante? L'hypnose des peuples, c'est bien trouvé, ça, c'est joli. Non, tant que moi, je peux vous dire, par exemple, que Richard Boutry, avec lequel j'ai fait une interview à François, justement, il y a à peu près un mois et demi, Richard Boutry, vous le reverrez plus du tout sur un plateau de télé, hein, c'est clair. Il sera banni à vie, hein, c'est terminé. Hein. Hanouna, qui est au service justement de tout ça, il va pas le réinviter. Hein. Regardez les peines-culs du quotidien. Les peines-culs du quotidien. Écoutez, j'étais en reportage en Grèce, à Athènes, au moment où il y a eu la crise, en même temps que le Veil, le petit journaliste là, le journaliste là, vous savez je me souviens plus de son prénom. On était à Athènes en même temps. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que à cause de la crise financière grecque, les hôpitaux ne pouvaient plus acheter de médicaments, ni de compresses, plus rien. Que le taux de suicide était en hausse de 300%, que les gens faisaient la queue aux soupes populaires, voilà, que c'était un désastre, qu'il y avait à peu près sur 10 magasins, il y en avait 6 qui étaient fermés, d'accord, qui ont fermé. Et quel est le reportage que Veil a fait pour Quotidien? Oui, un militant communiste, un rappeur communiste a été assassiné par l'extrême droite. C'est tout ce qu'il a vu, vous voyez? Voilà. Et aujourd'hui, on sait, si vous voulez, que c'était un coup organisé, justement, que c'était parfaitement organisé par un criminel à qui l'État l'a fait chanter D'ailleurs, il est ressorti libre. Je sais pas si vous imaginez. Le mec, il assassine quelqu'un et il est ressorti libre. Je sais plus. Vous retrouverez le reportage. Enfin bon, bref. Donc vous voyez comment la désinformation se fait. C'est terrible. Vous avez 800 000 personnes qui suivent Quotidien tous les jours. Ces 800 000 ne vous suivent pas vous, ni moi. Vous me suivez? Ouais, voilà. C'est tout. Et donc tant qu'on n'aura pas une chaîne sur la TNT et sur on va dire nationale, qui est une chaîne d'opposition, un peu comme Fox News, un peu comme Fox News, disons-le clairement, on n'aura pas il y aura pas de voix contraire à tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faudra peut-être attendre une série de morts absolument incroyables, peut-être pour que les gens se réagissent. Mais bon, j'espère que on les verra pas. Enfin, franchement, j'espère. Vous savez, comment dire, heureusement qu'il reste encore des gens qui résistent et qui disent la vérité, mais malheureusement, on est très peu. On est vraiment très très peu. Et puis ils occupent tout le terrain.
Et même le terrain, si vous voulez, au début, vous pouviez tout mettre sur YouTube, etc. Maintenant, vous mettez un truc sur YouTube sur les vaccins, votre chaîne saute. Vous confirmez ou pas? On a eu 6 chaînes de fermées. Et ben voilà. Donc vous voyez, quand l'information ne leur plaît pas, boum, vous êtes éjecté, censuré, etc. Voilà. Donc c'est vraiment la résistance, hein, comme en 1942. Mais on est en 1942. On est en 1942. Vous avez 80% de la population qui travaillait la main dans la main avec les Allemands. Et ben là, c'est la même chose. Ils travaillent la main avec les vaccins, les médecins, etc. C'est la même chose. Exactement la même. Je suis désolé hein, de vous donner cette douche froide, hein, mais pour l'instant, je ne veux pas d'amélioration. Ah ben, c'est clair, moi je prends un petit exemple. Hein. Chez moi, on a eu parce que on en parle évidemment, mais on n'a aucune nouvelle dans les journaux. On a eu une gamine de 11 ans qui s'est défenestrée. Elle survit, mais elle est dans le coma. Une autre de 17 ans qui s'est défenestrée également, mais là du 6e étage, donc elle est morte sur le coup. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Rien que les témoignages que j'ai montrent qu'il y a plus de morts du vaccin et du suicide qu'il n'y a jamais eu de mort du coronavirus. Mais absolument, mais vous avez tout à fait raison. Et encore, je veux dire, et je parle même pas, et vous oubliez effectivement les gens qui pètent un plomb. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous imaginez le couple avec 2 enfants, 3 enfants, impossibilité de sortir chez eux. Rappelez-vous du premier confinement. Mais les gens, ils ont pété des plombs. Ils sont devenus fous. Les violences conjugales ont explosé, littéralement. Et là, qu'est-ce que vous voyez sur BFM? Oui, les hommes blancs sont responsables du truc. Ok, mais enfin bon, je veux dire, on a rendu les gens dingues. On les a rendus dingues. Alors, c'est pas une excuse, hein, on est tout à fait d'accord. Mais moi, je trouve que c'est une situation. Vous savez, j'ai un dessinateur, c'est Sébastien Dieu, hein, comme Dieu, hein, voilà, qui a fait un premier dessin au mois de mars 2020 sur quotidien.com. Et il a fait vous savez, il a pris Sibeth Ndiaye et il a dit, on veut, et avec la bulle comme ça, on la voyait avec ses canines, espèce de mocheté là, on la voyait en dire, on va les rendre dingues. C'était la bulle que Sébastien Dieu avait mise dedans. Eh ben, il avait tout compris, il avait tout vu. Voilà. Et qu'est-ce que ça a fait, ce confinement? Ça a rendu les gens dingues. Complètement dingues. Littéralement. Voilà. Donc, vous voyez, mais les rendre les gens dingues, mais ce que vous voyez là, c'est la méthode de torture qui a été inventée par la CIA et que Naomi Klein montre très bien dans la stratégie du choc, hein. Regardez un film qui s'appelle Zero Dark 30. Hein, Zero Dark 30, T-H-I-R-T-Y. Hein, c'est la méthode de torture. Alors c'est expéditif, hein, c'est-à-dire qu'on vous enferme dans une boîte, on vous ressort, on vous tabasse, on vous renferme, et puis au bout de 3 jours, bah, vous dites, vous crachez le morceau. Hein, c'est la méthode de torture de la CIA moderne, hein, mais qui sont issues des travaux des années 50. C'est l'isolation, le choc, hein, le choc, l'état de choc. Et vous avez un ministre belge qui a expliqué, il y a 4 mois, le premier confinement, c'était pour mettre les gens en état de choc. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, c'est pas compliqué. Regardez le film Zero Dark 30 et c'est parfait. Vous aurez tout compris. La première partie du film, c'est les méthodes de torture pour faire parler les islamistes. Voilà. Mais c'est la même chose, hein. Exactement. Vous êtes enfermé chez vous, machin, truc. Et en plus, comme pendant la guerre, la commandanture, vous êtes obligé de vous signer une attestation. Quelle humiliation! Quelle humiliation mentale! Donc, qu'est-ce que vous avez eu en 1 an et demi? Vous avez eu de l'humiliation permanente. Interdiction de sortir, rentrez chez vous à 6h, à 7h, à 8h, remplissez des bons, des tampons, etc. Mais franchement, Macron s'est pris une baffe, mais franchement, mais c'est rien par rapport à ce qu'il aurait dû se prendre. Franchement, je trouve sa giflette un peu légère. Hein. Il aurait dû se prendre son poing dans la figure, quoi, littéralement. Là, au moins, on aurait été vengé. Alors justement, tous les résistants là qu'on organise nous dans les villes,
comment dirais-je, l'une des solutions qu'ils ont, c'est de fuir la ville. On a aujourd'hui énormément de gens qui veulent s'installer. Alors, on a un terme, c'est les bases autonomes durables. Bon, j'aime pas trop, ça fait bad en anglais, c'est pas terrible. On peut appeler ça aussi autrement, mais qu'importe. Et la question, c'est, est-ce que vous pensez que ça suffit d'aller s'installer à la campagne ou est-ce qu'il faut partir à l'autre bout du monde? Qui est-ce qui peut nous aider? Parce qu'il y a aussi, parmi les éveillés, il n'y a pas que des gens du peuple. Il y a aussi des promoteurs immobiliers, il y a toutes sortes de gens, c'est ça qui est passionnant, qui sont prêts à nous aider. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce type de solution qu'on est en train d'imaginer? Écoutez, je veux dire, le retour à la campagne, vous savez, ça fait quand même 40 ans on en parle. Hein, oui, je suis beaucoup plus heureux depuis que je vis à la campagne, etc. Sauf que ils vous disent pas qu'ils sont obligés de se taper 40 minutes de train juste pour aller à Lyon ou à Saint-Étienne ou je sais pas où, ou à Paris, hein, tout simplement, et que le soir ils sont obligés de se retaper 40 minutes pour rentrer, et ensuite prendre la voiture pour rentrer chez soi, d'accord? Je vous parle pas des conséquences que ça donne quand il y a des grèves de la SNCF, et Dieu seul sait s'il y en a. Hein. Bref, c'est une solution pour les retraités. Mais pour les gens actifs, c'est quand même beaucoup plus dur. Hein. C'est pas spécialement évident. Vous voyez, si vous êtes retraité, oui, vous pouvez partir où vous voulez, ou au fin fond de la Creuse. Moi, franchement, les bases autonomes durables, moi je vois ça plus comme une organisation militaire où vous avez plusieurs personnes qui se mettent en équipe, quoi. Vous comprenez, hein, voilà. C'est comme ça que je vois la définition de base autonome durable. Hein. C'est un côté un peu survivaliste d'ailleurs, à mon sens. Voilà. Mais moi, je peux vous dire que si en tant que journaliste, si j'étais au fin fond de ma cambrousse, excusez-moi, mais je serais sérieusement déconnecté de la réalité. Hein. Et ma revue de presse serait bien tristounette et bien ennuyeuse. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, il faut être là où les choses se passent. Hein, c'est pas compliqué. Vous dites aussi qu'il faut fuir. Bah, moi, j'ai jamais dit qu'il faut fuir. Est-ce que vous avez trouvé ça, vous? Mais attendez, monsieur Jonas, mettez-vous à jour hein, dans vos fiches là. Hein. J'ai jamais dit qu'il fallait fuir. Est-ce que vous êtes allé chercher ça? Bon, c'est vous qui avez dit tout à l'heure qu'en 32, 34, il y a ceux qui avaient tout compris fuyaient. Donc c'est pour ça que je. Non, mais ils sont partis, bien sûr. Ils sont partis avant. Ils sont partis avant. Je veux dire, mais ils sont partis parce qu'ils pouvaient le faire. Vous installez aux États-Unis, excusez-moi, mais c'était pas donné à tout le monde. Hein. Il fallait avoir une sacrée fortune personnelle. C'est clair. Vous comprenez? C'est pas à la portée de tout le monde. Sartre, rappelez-vous, Jean-Paul Sartre, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre? Il est allé aux États-Unis. Je vous donne sa tête, hein, mais il me semble qu'il est parti aux États-Unis. Hein, vous me suivez? Mais les Français, eux, sont restés, la grande majorité, c'est qu'il y a que les bourgeois. Il n'y a que le 1% de la population qui a pu aller au Portugal, en Espagne, aux États-Unis ou en Angleterre en 39-40. Les autres, après, c'était comme on peut, quoi, au petit bonheur la chance. Pour essayer d'ouvrir aussi vers quelque chose qui nourrit un peu de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre, comme vous le disiez, et donc c'est important que pour continuer à mener cette guerre en tant que résistant, mais il faut aussi qu'on voie des perspectives. Dans cette guerre de l'information, est-ce que par exemple les histoires autour de l'affaire Epstein, que vous avez coédité un ouvrage et préfacé, j'ai vu l'interview sur TV Liberté, est-ce que par exemple des sujets comme celui-là, qui sont symptomatiques de dérives et des déviances des dominants, des élites de ce monde, ne sont pas des points faibles qui permettraient potentiellement à la population et à un nombre plus important de la population de prendre conscience de la gravité de la situation et de la nécessité d'agir avant que le frigo soit vide? Bon, Epstein, c'est un peu différent, si vous voulez. Epstein, c'est vraiment la dégénérescence, si vous voulez, des ultra-riches, quoi. Mais surtout, Epstein, si vous voulez, n'oubliez pas, c'est une des têtes pensantes de l'organisation de la dépopulation, avec Bill Gates, avec la JP Morgan, avec Larry Summers et les autres. Ce que vous vivez là avec la pseudo-pandémie, les vaccins Moderna, tout ça a été mis au point par Epstein, entre autres, Bill Gates.
il y a la fameuse photo, hein, je sais pas si on pourra la montrer, mais cette fameuse photo, elle est complètement éloquente. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai publié effectivement le livre du journaliste américain Dallin Howard. C'est pas une coédition, hein, c'est une édition. On l'a traduit en français. D'ailleurs, la vidéo que j'avais faite avec Olivier Pichon sur TVL et Bergeron a été vue plus de 700 000 fois avant qu'on soit censuré, évidemment. On l'a remise. Mais vous voyez que ça passionne les gens, effectivement. Mais on dépasse pas le million. Même si on fait 2 millions, même si on fait 2 millions, on a déjà vu, mais pas assez, à mon goût. Vous comprenez? Pas assez. Pas assez. Pas assez. Et donc, vous qui êtes engagé depuis des années dans cette guerre de l'information, si on prend du recul quand même sur 10-20 ans, on n'a aucune évolution des forces en présence. On est vraiment, pour vous, on va droit dans le mur et il y a aucun optimisme pour l'avenir. Attendez, quand vous dites on va droit dans le mur, non, ils se sont déjà fracassés dans le mur et ça s'est passé le 29 septembre 2008. Je vous rappelle que Wall Street, en français, ça veut dire la rue du mur. Au cas où ça vous a échappé. Non, mais je plaisante pas du tout. Je veux dire, ils se sont pris le mur, hein, c'est le cas de le dire, en 2008. Et depuis, si vous voulez, ils essaient de ramasser les morceaux, de réorganiser le truc comme ils peuvent. Et donc, tout ce qu'ils ont trouvé, si vous voulez, pour maintenir la population sous contrôle, c'est la pandémie, c'est tout. Je vous rappelle tiens, puisqu'on en parle, en 2009, rappelez-vous, l'OMS avait déclaré pandémie mondiale, l'histoire du virus H1N1. Rappelez-vous, on vous a obligé à acheter du gel, des masques et tout. Rappelez-vous, vous vous souvenez de ça? Comme par hasard, c'était juste 3 mois après l'explosion de Wall Street. C'est curieux, non? Et pourquoi ils ont mis ça en place? Pour une raison très simple, c'est que si toutes les banques commençaient à tomber les unes après les autres, la pandémie était le moyen de contrôle. Vous comprenez? Donc ce truc était déjà prêt. Ce que vous vivez là, hein, c'est pour maquiller la faillite des banques. Je le dis depuis 2009. Depuis 2009. N'oubliez pas, j'ai commencé les émissions sur la radio ici maintenant en janvier 2009. Alors que je faisais la revue de presse depuis le 20 février 2008 hein, sur quotidien.com. Mais si les banques veulent éviter la faillite, ça va pas dans leur sens. Elles sont en faillite. Voilà. Vous n'avez pas compris. Elles sont en faillite. Oui, elles sont en faillite, mais elles essayent de continuer à voler l'argent des travailleurs pour pouvoir essayer de se maintenir en survie. Exactement. Et donc, quel est l'intérêt des banques, vu qu'elles font partie de cet écosystème, elles sont aussi sur cette même planète Terre, quel est l'intérêt pour eux, en fait, d'aller aussi loin dans le vol des ressources des populations qui feront qu'ils auront demain le frigo vide et qui donc les populations vont se réveiller, se révolter? Quel est l'intérêt? Une banque a besoin de stabilité aussi pour pouvoir durer dans le temps et pouvoir continuer son enrichissement et sa captation de richesse. Attendez, votre question n'a pas de sens, si vous voulez. Aujourd'hui, les banques sont en faillite. Mais les banques sont indispensables, si vous voulez, aujourd'hui, pour le fonctionnement de l'économie. D'accord? Quand vous allez au restaurant, vous payez avec votre carte bleue, enfin, majoritairement. Vous faites des virements de votre compte bancaire. Dans les années 70, je me rappelle que tout le monde payait avec du liquide. Tout le monde se baladait du cash et tout le monde payait en liquide. Et tout le monde était libre. Ça a été mis en place, si vous voulez, à partir de 76, c'est-à-dire 3 ans après que les États-Unis aient fait un défaut de paiement sur le standard or, hein, les accords de Bretton Woods. Voilà, vous avez un très bon livre là-dessus. Ça s'appelle la loi du 3 janvier de Pierre-Yves Augeron. On l'a accueilli. Bah voilà. Donc vous voyez qu'en fait, derrière tout ça, vous avez l'économie, vous avez les banquiers, d'accord? Vous savez, les plus nombreux à suivre la revue de presse, c'est aussi les banquiers, hein. Les traders et les banquiers. C'est ça qui est marrant, parce qu'ils apprennent plus dans ma revue de presse qu'avec leur journal interne. Ou avec le Figaro, avec la Tribune, vous voyez. Je donne la liste de toutes les banques qui ont... Tiens, il y a encore une banque italienne qui a volé dans les airs il y a une semaine. Vous voyez. Mais on vous disait que la Banque Centrale Européenne vous disait que cette banque avait passé les stress tests et qu'elle était en pleine santé. Hein, voilà. Et pourtant, elle a explosé. Boum, terminé. Il n'y a plus. Donc, c'est un système, si vous voulez, les banques ont décidé, elles ont dit, c'est eux ou nous. Donc, ils ont décidé de prendre l'argent des gens. Aujourd'hui, quand vous avez de l'argent en banque,
en fait, vous avez une créance sur la banque et c'est tout. Mais la banque, si elle n'a pas envie de vous le rendre, elle va vous faire le doigt d'honneur. Mais ils se tirent une balle dans le pied parce que les populations vont se révolter. Donc au final, c'est leur sécurité aussi qui est en jeu. Si la société n'est pas stable, les multimilliardaires ou les millionnaires ne pourront plus jouir de leur confort matériel, de cette surabondance, de leur yacht. Pour ça, il faut attendre que les frigos soient vides. Tant que les frigos ne sont pas vides, tant que les gens peuvent utiliser leurs cartes, et c'est là où est le truc. Bon, je vais vous le faire à l'envers parce que pour que vous compreniez bien. Écoutez bien. Aujourd'hui, vous êtes le PDG de la BNP, d'accord? Vous, Akina Bank, d'accord? Hein, vous êtes le PDG de Akina Bank et vous avez autant de monde, autant de clients que la BNP, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez en tant que PDG? C'est-à-dire sur vos 10 millions de clients, vous avez 5 millions de mecs, de couples, qui sont à découvert au 15 du mois. Que disaient les gilets jaunes? Ils disaient, au 15 du mois, j'ai plus rien. Vous vous souvenez de ça? Bon. Le banquier de Akina Bank va dire à Macron, toi, si tu me fais chier et si tu votes pas les lois que moi je veux, les 5 millions de mecs là qui sont à découvert, je les interdis de checker et ils auront plus de carte de crédit du jour au lendemain. Et tu auras 5 millions de gilets jaunes en plus. Alors vous comprenez que Macron, il y va melot. Vous me suivez? Vous avez compris? C'est un chantage. C'est tu me tiens à la barbichette, je te tiens à la barbichette, etc. Mais les banques sont en position de force, littéralement. Aujourd'hui, du moins aujourd'hui. Et où nous amène cette impasse? Pardon? Où nous amène cette impasse alors? Quelle va être la sortie? Enfin, qu'est-ce que vous proposez? Non, mais attendez. Mais si je devais proposer quelque chose, ce serait très simple, ça serait la nationalisation immédiate de toutes les banques. Première chose, jeter en prison tous les banquiers, y compris tous ceux qui étaient en poste depuis 2007, 2006, à commencer par les mecs du Crédit Agricole, oui, Société Générale, BNP, etc. C'est déjà pour montrer qui est le boss, oui, parce qu'aujourd'hui les banquiers ont pris le pouvoir. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je veux dire, le mec il dit, moi j'ai 5 millions de mecs qui sont à découvert. Alors ok, ils me rapportent de l'argent, j'ai des agios, parce que je leur facture des agios pendant les 15 derniers jours, hein, et je les appauvris encore plus. J'ai vu passer un chiffre l'autre jour, je ne sais pas si un de vos spectateurs peut... je crois que les banques en 2020 se sont mis... Alors je vous donne sa tête, hein, je crois que c'est 2 milliards ou 15 milliards juste sur les gens qui étaient à découvert en agio. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc les banquiers font chanter la classe politique. Tu veux garder le pouvoir, donc tu fais ce qu'on te dit de faire. Mais voilà. Au final, ils bluffent parce que leur situation n'est pas si confortable que ça pour eux parce qu'ils sont en faillite. Non, ils bluffent pas parce qu'aujourd'hui, tous les paiements sont électroniques. Oui. Donc ils appuient sur un bouton et c'est fini, terminé. Oui. Et c'est le but du jeu, c'est là-dessus qu'on vous amène. D'ailleurs, j'ai vu passer des projets de loi au Sénat. Si jamais si vous n'êtes pas vacciné, on peut même vous interdire je sais plus quoi. Mais c'est le but du jeu, hein, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, du jour au lendemain, vous avez plus de compte bancaire, vous pouvez même plus prendre le métro, le train, etc. Parce que vous pouvez plus vous acheter ne serait-ce qu'un ticket de métro. Oui. Donc les banques sont en train de prendre le pouvoir avec la complicité des réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux veulent bouffer les banquiers, hein, maintenant. Hein, puisque regardez Apple Pay par exemple, hein, ils veulent bouffer. Apple a passé un accord avec Goldman Sachs, d'accord. Samsung Pay, hein, eux aussi, ils veulent devenir banque. Mais c'est comme en Chine, c'est-à-dire que votre téléphone, vous avez par exemple un réseau, on va dire le Facebook chinois, mais le Facebook chinois vous permet également de payer chez les commerçants, de payer vos courses, etc. juste avec votre téléphone, en sans contact. Donc ça va beaucoup plus loin que Facebook. C'est pour ça que Facebook a voulu lancer sa monnaie. Rappelez-vous, c'était il y a 2 ans, le Libra ou je sais pas quoi là. Oui, c'est ça, le Libra. Hein, voilà. Donc vous devez bien comprendre, parce que les Français, si vous voulez, on les abreuve de politique, de machin, des trucs. Mais c'est pas ça qui tient les vraies ficelles, ce sont les banquiers. Et aujourd'hui, même les patrons des réseaux sociaux sont même aussi puissants que les banquiers. C'est ce qui est quand même pas rien. Hein. C'est là où la grande évolution entre 2008 et aujourd'hui. Hein, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Et que vous comprenez bien. Donc
il y a des choses, et c'est pour ça que je vous dis, tant que les frigos ne sont pas vides, les gens ne descendront pas dans la rue. Point, terminé. Arrête vite, c'est ça ce que vous dites. Attends, on t'a pas entendu, Daniel. Recommence, on t'a pas entendu, le micro était coupé. Les frigos vont finir par être vides très bientôt, c'est ça ce que je comprends, ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que les frigos seront vides bientôt? Bah écoutez, avec l'hyperinflation, oui, ça risque de... L'hyperinflation qui arrive, là, ça va devenir à partir de septembre, ça va être très très intéressant à observer. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui suivent la revue de presse et qui me disent, qui sont dans le bâtiment par exemple, hein, et dans le transport aussi, dans le transport, et ils me disent les tarifs se sont littéralement envolés, là, en l'espace d'un mois. Un mois et demi, tout ce qui est construction, toutes les matières premières, tout ce qu'il faut pour construire un immeuble, une maison, voilà, tout ça, ben, ça a pris quasiment 15 à 20%. 15 à 20%, je sais pas si vous réalisez. Voilà. Et c'est pas fini, parce que à force d'imprimer, que ce soit la Fed ou surtout la Banque Centrale Européenne, tout ça va déraper. C'est pour ça que j'ai écrit Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. C'est un livre, c'est pas du tout un livre sur le nazisme ou on s'en fout. C'est un livre qui vous montre que si les 3 plus grandes banques allemandes n'avaient pas fait faillite en 1900, les années 30, en 36, hein, la Dresdner, etc., la Creditanstalt, Hitler n'aurait jamais pris le pouvoir. Tout simplement. Voilà. Il n'aurait même pas pu être élu maire d'un village. Voilà. Je le dis souvent. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Hein, par exemple, regardez. C'est l'exemple type parce que ça colle exactement ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, à Weimar. Voilà. Regardez bien. En 2008, mars 2008, quand j'ai commencé la revue de presse, la pièce de 50 francs en argent, la fameuse Hercule, ce qu'on appelle la pièce de 50 francs. Vous savez que votre tante vous donnait pour la première communion ou pour vos bonnes notes à l'école ou pour le bac. Voilà. Eh bien, cette pièce coûtait 8 euros ou 7 ou 8 euros hein, à côté de la bourse rue Vivienne. D'accord? Aujourd'hui, elle est à combien? Elle est à 28. Elle est à 28. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que votre salaire a pris autant entre 2008 et 2021? Est-ce que votre retraite a augmenté autant de 2008 à 2021? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les salaires de nos spectateurs aient augmenté d'autant. Et pire, je crois que les prélèvements sociaux ont même augmenté, en revanche. Hein, voilà. Voilà combien ils nous entubent. Voilà. Voilà. Mais pendant ce temps-là, si vous voulez, le prix de la pièce d'or et la pièce d'argent, vous avez perdu 25% de votre pouvoir d'achat depuis mars 2008. 25%. Voilà. Même 30. Voilà, pour dire. Une dernière question, Pierre, on va arriver bientôt à la fin de notre échange. J'aimerais avoir votre avis sur les crypto-monnaies qui prennent de plus en plus de place et même de plus en plus de citoyens les utilisent et jouent avec. Donc, quel est votre regard sur ce nouvel outil monétaire La crypto-monnaie, c'est le résultat de la fausse monnaie. N'oubliez pas, le premier Bitcoin qui a été émis, en fait, vous aviez la une du journal anglais, alors je me souviens plus si le Guardian ou le Telegraph, le Wall Street s'est effondré de moins 777 points, ou un truc comme ça. Hein, voilà. C'est l'effondrement de Wall Street qui a donné ça. Donc, à l'époque, personne n'y croyait. Et puis, c'est monté de fil en aiguille. C'est arrivé jusqu'à 64 000 $ le Bitcoin. Mais c'est le résultat de toute cette planche à billets. Regardez le prix des voitures d'occasion. Vous prenez par exemple le prix des Porsche. Entre 2008 et aujourd'hui, les Porsche leur valeur a été multipliée par 3. Par 3. C'est-à-dire que c'est devenu des valeurs refuges, tout simplement, comme l'immobilier, comme l'or. Et les plus audacieux d'entre nous, ceux qui touchent à l'informatique, etc., ils se sont mis dans le Bitcoin. Ils se sont dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'avais toujours averti tous mes lecteurs, mes spectateurs, etc., en disant attention, le Bitcoin, etc., tout ça, c'est la roulette. Là, c'est à la roulette. C'est-à-dire que vous partez du principe que si vous mettez 10 000 euros là-dedans, tout de suite, vous les avez perdus. Après, si ça augmente, vous avez tout gagné.
C'est tout. Mais pas psychologiquement, partez du principe que vous avez tout perdu immédiatement. Voilà. Comme ça, vous vous ferez pas de mouron. Voilà. Mais les crypto-monnaies, on va y venir, évidemment. Vous avez un pays, même le Salvador, je crois, qui a déclaré le Bitcoin monnaie officielle. C'est le premier pays qui a déclaré le Bitcoin monnaie officielle, au même titre que leur monnaie locale. Et à partir de juillet, tous les prix dans les magasins, les supermarchés, les prix seront affichés dans la monnaie locale. Alors, je sais pas ce que c'est, le bolivar, ou je sais pas comment s'appelle leur monnaie, et en Bitcoin. C'est intéressant. Et là, on revient, si vous voulez, à nouveau, pour que les gens comprennent bien ce qu'est la crypto. Là, pour le coup, je les invite à aller sur jovanovic.com, et en haut, dans le menu, vous avez une page qui s'appelle crypto. Et là, vous avez tout est absolument expliqué, hein, parce qu'il n'y a pas de crypto sans informatique transactionnelle, hein, sans vitesse de transaction. C'est vraiment très très important. Hein, voilà. Mais tous ceux, par exemple, qui ont acheté le Bitcoin au plus haut, là, ils sont repartis en caleçon. Ouais, ils sont retrouvés en slip, parce qu'il est passé de 64 à 30 000. Ouais, ça fait des zigzags comme ça, mais il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est un pari sur l'avenir, c'est autre chose. Ouais, voilà. Puisque vous parlez de l'avenir, et pour terminer, en gros, d'après ce que je comprends, est-ce que comment dirais-je, l'écroulement des banques qui est en cours peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle? Quelles sont les chances que ce soit une bonne nouvelle ou que ce soit une nouvelle détestable? Non, c'est une nouvelle détestable. Les banques auraient dû être nationalisées tout de suite en 2008. Voilà. Parce que ça aurait évité, si vous voulez, de tous ces milliards qu'on a sortis pour sauver les banques. Et aujourd'hui, tous les milliards que les banques volent littéralement aux clients. Est-ce que vous savez, par exemple, que entre 2008 et aujourd'hui, comment dire, tous les prix des services bancaires ont augmenté de 1000%. 1000%. Plus de 1000% même. Est-ce que votre café a augmenté de 1000% entre 2008 et aujourd'hui? Non, je crois pas. Est-ce que votre salaire a augmenté de 1000%? Non, je crois pas non plus. Vous voyez, c'est là où vous savez, le diable se cache dans les détails. Eh bien, ce genre de détails vous montre tout. Voilà. Ils se sont dit, on va vider, on va voler les gens, et c'est ce qu'ils font chaque jour. Donc, laissez le moins possible en banque. Sortez tout au fur et à mesure. Transformez-le en pièces d'or, pièces d'argent, ce que vous voulez. Parce que là, au moins, vous perdrez rien. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand j'ai encouragé tous mes lecteurs en mars 2008 à acheter de l'or, acheter des pièces d'argent, pardonnez-moi, mais là, ils ont tellement... Enfin bon, ils ont vraiment réussi leur coup. Et ils ont bien fait de me suivre. En tout cas, voilà, on voit ça comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Merci à vous. C'était rugueux. À votre habitude. Hein? Comme à votre habitude. Oui, non, mais moi, ce qui me chagrine, si vous voulez, c'est quand les personnes qui interviewaient, si vous voulez, se donnent pas la peine, effectivement, de faire leur préparation, quoi, correctement. Bon, nous, ça fait juste 10 ans qu'on vous suit et qu'on a passé quelques... Je ne fais pas dans la cabale, voilà, monsieur Jonas. Ça fait juste 10 ans qu'on vous suit et qu'on a suivi le livre 777, hein, vous allez voir, c'est un... En tout cas, merci de considérer aussi la résistance que nous tentons de mener chaque jour, et on donne de notre temps, de notre énergie, de notre passion pour pouvoir essayer de semer des idées. Et merci à vous aussi d'avoir pris ce temps-là. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là avec le réseau de solidarité active RSA. Merci. Merci beaucoup. Une belle soirée à vous. Voilà. Merci. Mais on n'avait pas un troisième personne qui devait intervenir? Non, c'était tous les trois. Ah, d'accord, parce qu'il me semblait qu'il y avait un troisième journaliste. Moi, je ne sais pas pourquoi j'en étais resté là. Il n'a pas pu venir, David. Il a eu une urgence de dernière minute. En tout cas, voilà, merci beaucoup. C'était Daniel Jonas et Akina qui accueillent Pierre Jovanovic sur le front médiatique. Voilà, donc à vos spectateurs, voilà, tout ce qui est en superflu dans vos assurances vie, vous les verrez pas, hein, c'est même pas la peine. Voilà, donc achetez à la place, achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, ou ce que vous voulez, ou de l'immobilier, une Ferrari, n'importe, enfin voilà. Du moment que vous le transformez en quelque chose de physique, mais ne le laissez pas en banque, ne laissez pas à ces putes la liberté de se servir sur votre compte. Voilà. Et à ce sujet, donc lundi prochain, vous aurez, il y a quand même des nouvelles révélations sur tous les vols dont les Français font l'objet, notamment la Banque Postale.
Et merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci à vous. À bientôt.